très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous embarque encore avec moi pour quelques jours de lecture. Je vais partir à la mer maintenant chez mes parents pour 3 jours. Donc je vous prends avant le départ et le livre que j'embarque avec moi, c'est La famille Seagrave de Joanna Quinn. Donc un énorme pavé qui fait je crois presque 700 pages en grand format. Non, 640, j'ai un peu exagéré. Mais il est quand même énorme. Et surtout, j'ai vu sur Libre Addict qu'il avait une note catastrophique. Il a 12,4 sur 20, donc autant vous dire qu'en temps normal, c'est un livre que je n'aurais pas acheté, mais comme je l'ai reçu, en fait j'en connais rien du tout, j'ai juste vu hier les notes et je me suis dit aïe aïe aïe, j'espère qu'à moi ça me plaira, parce que sur le papier ça a tout pour me plaire, parce qu'on est dans des histoires de famille avec des secrets, on est en Angleterre au début du XXe siècle, donc moi je me dis ça, je me dis parfait, je vais aimer. Mais vu les notes, ça me fait un peu peur. Donc je pars 3 jours à la mer. Là, je pense que je vous parlerai pas face caméra à ce moment-là. Mais je vais essayer d'avancer dans ce roman et je vous en reparlerai de toute façon quand je reviens. Je suis rentrée de la mer, je voulais vous montrer, je me suis acheté 2 livres d'occasion. Le premier, c'est En un monde parfait de Laura Kasischke. J'aime bien cette autrice, j'ai déjà lu plusieurs de ses livres. Celui que j'ai préféré pour le moment, c'était La vie devant ses yeux, que j'avais trouvé hyper original et qui retournait pas mal la tête. Et celui-ci, en lisant le résumé, ça m'a donné hyper envie de le lire et ma maman l'avait déjà lu. C'est l'histoire d'une femme d'une trentaine d'années qui vit toute seule, qui n'a jamais été mariée, qui n'a pas d'enfant, etc. Et un jour, elle va tomber sur un beau pilote qui est veuf, père de 3 enfants. Il va la demander en mariage. Elle se dit que c'est vraiment l'idéal pour elle, elle n'en revient pas. Et quand ils se marient, les choses vont très vite dégénérer et notamment les enfants ne vont pas être gentils avec elle. Je pense que le mari va être assez absent. Et j'ai hâte de voir ce que l'autrice a fait de cette histoire-là et comment est-ce qu'elle l'a traité. À mon avis, je le lirai cet été. Et le deuxième livre que j'ai acheté, je compte aussi le lire cet été, c'est Maine de J. Courtney Sullivan. C'est un roman dont la couverture crie l'été. Et pareil pour la 4e de couverture, parce que on est dans une maison de vacances, dans le Maine forcément, où 3 générations de femmes vont se confronter. Et apparemment il y a pas mal de secrets de famille, ça m'intéresse pas mal. Moi j'aime bien ce genre de gros roman américain un peu fresque familial, ça m'intéresse toujours. Je dis gros roman parce qu'il fait 600 pages, hein, comme tous les romans que j'ai envie de lire pour l'instant. Mais donc celui-ci, à mon avis, il passera d'office en juillet ou en août parce qu'il me fait hyper envie, et puis que vu la couve, j'ai envie de le lire là maintenant quand il fait beau. Enfin, il fait pas beau du tout, mais quand c'est l'été en tout cas. Et ma maman m'a prêté un livre qui me faisait très envie aussi. C'est Un si long après-midi de Inga Vesper. Tout ce que je sais de ce livre, c'est que ça se passe à la fin des années 50, oui c'est ça, en 59 en Californie. Vous avez Kenzo qui bouge partout, donc ça fait un peu de bruit de fond. Ça se passe en 59 en Californie et on va suivre 2 femmes, une femme blanche et une femme noire, et ça va parler de ségrégation raciale. Je pense que ce sera ma prochaine lecture parce que j'en ai entendu que du bien de celui-là. En parlant de lecture, je prends mon livre en cours pour vous en parler. Donc je suis dans La famille Seagrave de Joanna Quinn. Je vous avais dit qu'il avait des très mauvaises notes sur Libre Addict. Honnêtement, pour l'instant, je trouve les notes un peu dures. Alors certes, je sais déjà que ce ne sera pas un coup de cœur, que ce ne sera pas une excellente lecture, parce qu'il y a 2-3 petites choses qui me gênent un peu. Mais pour autant, je trouve que ça se lit quand même assez bien. J'y retourne sans difficulté. C'est juste que c'est très long et que les pages sont très grandes. Ça se lit vraiment pas vite. Je suis à la page 220, donc je suis plus ou moins au tiers. Et pourtant, j'ai l'impression que je passe beaucoup de temps à lire. Donc c'est un peu frustrant par moment. Je vous avais fait un petit résumé quand je vous avais présenté ma pile à lire de l'été. En fait, je m'étais basée sur les mots que j'avais eu derrière, mais je trouve que la 4e de couverture est pas hyper bien faite, dans le sens où elle nous parle de choses qui se passent à partir de la page 150, mais elle nous parle pas du tout du début. Donc moi, je vais plutôt vous parler
de l'ambiance générale, du contexte de base. On est en 1919 dans le Dorset en Angleterre avec une petite fille qui s'appelle Christabel. Christabel a 4 ans quand le roman s'ouvre et sa mère est décédée. Son père vient de se remarier, donc son père revient dans le domaine familial. C'est une famille très riche, ils ont des domestiques, etc. Et son père revient avec sa nouvelle femme, Rosalind, qui est une jeune femme de 23 ans, qui a eu plusieurs espoirs déçus. Elle espérait épouser un beau parti, mais avec la guerre, tous les hommes qu'elle convoitait sont partis au combat. Enfin bref, ça a été très compliqué. Et elle a épousé cet homme un peu plus âgé, veuf, qui avait déjà cette petite fille. Et Christabel, c'est une petite fille très spéciale. C'est une petite fille qui va s'émerveiller d'un rien, qui collectionne les bouts de bois, qui collectionne les cailloux. Elle a des passions un peu étranges, elle est pas tout à fait conventionnelle comme petite fille. Et bref, on va suivre son enfance, principalement avec l'arrivée de Rosalind qui va venir tout bousculer. Ça, c'est la première partie du roman. Et dans la deuxième partie du roman, on est 8 ans plus tard. Quand Christabel a 12 ans, il y a d'autres personnages qui sont entrés en scène, d'autres qui sont partis. Je ne veux pas vous en dire plus, mais en tout cas, sachez juste qu'on est dans un roman dans la bonne société anglaise, avec une jeune fille qui ne colle pas à ce cadre parce qu'elle est toujours décoiffée, toujours à courir par monts et par vaux, à chercher des choses, à faire des expériences. Elle ne cadre pas avec cette image de jeune fille lisse qu'on attend d'elle. Donc c'est un personnage assez sympa, Christabel. Ce qui est un peu bizarre, c'est que elle a 12 ans dans cette deuxième partie qui sera le cœur du roman et qui est la partie dont on parle dans le résumé. Mais on la traite jamais comme une enfant. C'est-à-dire, c'est vraiment anecdotique, ça vous spoile rien sur le roman, mais par exemple, il y a une pièce de théâtre qui est montée dans la petite ville, principalement avec les gens de la demeure. Et il y a des adultes qui jouent dedans et tout, mais c'est Christabel qui va être la metteuse en scène. Ce que je trouve un peu bizarre, s'il y a plein d'adultes qui sont autour, c'est un peu bizarre que ce soit la fille de 12 ans qui soit la metteuse en scène, puis les enfants et les adultes jouent des rôles de mari et femme, enfin c'est un peu bizarre. Il y a des trucs, je me dis, ok, j'arrive pas à comprendre ce que ça donne concrètement, si on faisait cette pièce devant mes yeux, qu'est-ce que ça donnerait, parce que c'est vraiment particulier, c'est du détail. Il y a certaines petites choses dans l'écriture qui sont un peu bizarres aussi, notamment le fait que l'autrice utilise beaucoup d'onomatopées. Ça commence dès la première page, donc on nous dit « Elle cingle l'air de son bâton, pfuit pfuit ». Ce que je trouve quand même un petit peu bizarre, donc c'est pour décrire le sifflement du bâton dans l'air. Il y a des phrases aussi, j'avais noté, des phrases qui n'en sont pas vraiment, en fait c'est comme si c'était des propositions relatives mais pas une phrase principale. Donc là il y a le personnage de Rosalind qui dit « Quand êtes-vous allé à Nice ?» demande Rosalind, point. Une voix douce qui sort de sous un parasol, point. Je trouve ça hyper bizarre, moi j'aurais dit « Quand êtes-vous allé à Nice ?» demande Rosalind, virgule, d'une voix douce qui sort de sous un parasol, ou d'une voix douce sortant de sous un parasol, mais parfois je me dis, je comprends pas pourquoi les phrases sont faites comme ça, il y a des points, puis on recommence des phrases, mais qui n'en sont pas vraiment, qui sont pas des phrases avec un verbe d'action, enfin c'est très bizarre. C'est peut-être juste moi que ça perturbe, mais ça me perturbe un petit peu. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a des propositions narratives qui sont intéressantes parce qu'on a certains petits chapitres qui sont assez innovants au niveau de la narration et au niveau de la manière dont les choses nous sont retranscrites. Par exemple, il va y avoir tout un chapitre des enfants qui espionnent les adultes. Et donc, on a toutes les observations que les enfants peuvent faire quand les adultes ne savent pas qu'ils sont observés. C'est assez rigolo. Et puis après, les enfants s'endorment et on nous dit tout ce que les enfants ne sauront pas. Et alors, on nous met 2 points et toutes les lignes. Je trouve que ça c'est assez sympa, ça casse un peu le côté linéaire du roman, mais il se passe quand même pas grand chose. Ça amène des petites touches de dynamisme, mais sinon j'ai quand même du mal à voir où va aller l'intrigue alors que j'ai lu plus de 200 pages. J'ai l'impression qu'on me pose le contexte encore et encore, qu'on m'apprend à connaître les personnages encore et encore. Et maintenant, j'ai quand même envie qu'il y ait un élément déclencheur. Alors, il y a eu un personnage qui est entré en scène qui
peut faire changer un peu les actions, mais en fait il se passe rien de très concret. On passe des chapitres et des chapitres, par exemple sur la préparation d'une pièce de théâtre. Ok, c'est sympa, c'est anecdotique, ça permet de comprendre les réactions des personnages, de comprendre leurs interactions, mais c'est pas ça qui fait avancer l'intrigue. Donc on verra, on verra. Je vais le continuer, ça c'est sûr. Mais comme je vous dis, il y a quand même plusieurs petites choses que je trouve un peu bizarres, un peu gênantes, qui me font un petit peu tiquer. Et aussi, ça c'est vraiment une question juste de confort, mais ce livre est tellement gros et il est pas vraiment lourd, mais il est tellement massif que c'est pas très agréable à lire. Il est sorti chez Pocket avec exactement la même couverture, donc si vous aimez bien la couverture, franchement penchez-vous plutôt sur l'édition Pocket qui à mon avis est plus agréable à lire, parce que moi je me trimballe tout le temps cet énorme bouquin et je trouve que c'est pas top au niveau du confort de lecture, parce que s'il était seulement grand, mais en fait comme il est très long, qu'il y a beaucoup de pages, ben, c'est pas très agréable à lire. Voilà, c'est un détail. Et je voulais aussi vous parler cinéma, parce que quand je suis allée à la mer avec mes parents, on a été voir le film Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet et j'ai adoré. Il faut savoir que je suis une grande fan de Pierre Ninet, une fan de la première heure. J'ai vu pratiquement tous ses films, je pense qu'il m'en manque peut-être un ou deux, mais j'ai pratiquement tout vu. J'aime énormément cet acteur. Je trouve que c'est un très bon acteur et quand j'ai su qu'il allait jouer le comte de Monte Cristo, ça a tout de suite piqué ma curiosité. J'avais lu environ la moitié du premier tome du comte de Monte Cristo. Je suis jamais allée au bout parce que j'avais des éditions pas spécialement confortables pour le lire, mais là le film m'a donné vraiment envie de découvrir toute l'œuvre. Je savais de quoi il s'agissait, mais j'avais pas toute la deuxième partie. En fait, j'avais pas du tout les informations, les éléments, je savais pas comment ça allait se dérouler. Le comte de Monte Cristo, en deux mots, c'est l'histoire d'Edmond Dantès, qui est un jeune marin qui va être promu capitaine au détriment de son capitaine actuel, mais qui est un homme qui n'a pas beaucoup de valeur et qui n'est pas un homme très vertueux. Et il est très amoureux de Mercedes, une jeune femme de bonne famille, d'une meilleure condition que lui. Il projette de se marier aux grandes dames de Fernand, un homme qui est le cousin de Mercedes et qui est amoureux de Mercedes. Et donc l'ancien capitaine et le cousin vont faire incarcérer Edmond Dantès pour un motif qui n'est pas véritable. Ils inventent un motif pour le faire emprisonner. Et voilà, le comte de Monte Cristo, c'est l'histoire de sa vengeance. Je ne pense pas vous spoiler le comte de Monte Cristo, je pense que beaucoup savent que c'est une histoire de vengeance. Et le film est vraiment génial. C'est un film français de haut vol, les images sont magnifiques, les décors sont à couper le souffle, les acteurs sont tous géniaux. Honnêtement, il n'y a aucun acteur que j'ai trouvé pas à sa place ou moins bon ou qui correspondait pas au rôle. Enfin, vraiment, tous les acteurs étaient top. Ça dure 3 heures. On voit pas les 3 heures passer. Très honnêtement, je me suis pas du tout ennuyée et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc si vous avez l'occasion, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Le Comte de Monte Cristo. C'est un vrai bon film français, comme on en fait assez rarement. Moi, je suis très adepte des films français. J'aime beaucoup les films français, mais en général, c'est vrai que c'est des films qui ont moins de budget malheureusement et qui restent toujours plus simples au niveau du scénario, au niveau des décors, des images, etc. Ici, on voit que c'est un film qui a eu du budget, c'est un film qui est en train de super bien marcher au cinéma, donc en soi, il n'a pas vraiment besoin de ma pub. Mais si vous hésitiez, moi, je peux que vous le conseiller parce que je trouve que ça donne envie de lire Alexandre Dumas. Et je trouve que c'est du vrai grand bon cinéma, quoi. Donc le scénario est hyper bien fait, tout est super bien. Je vous le recommande. Je dois être honnête avec vous, je n'en peux plus de ce livre. J'ai vraiment envie de le terminer. Là, il me reste 200 pages. Je vais essayer de lire ça cet après-midi. Peut-être que je lirai certaines parties un peu en diagonale, mais là, honnêtement, je commence à saturer de ma lecture. C'est pas mauvais, mais ça ne me passionne clairement pas du tout. Je vous en reparle quand je le termine, j'espère tout à l'heure.
Bon, je suis en plein dans un rayon de soleil, mais c'est sympa, ça fait genre qu'il fait beau alors que pas du tout. Je voulais vous dire que ce matin, j'ai enfin terminé La famille Seagrave de Joanna Quinn et honnêtement, je suis très contente d'avoir terminé. J'ai failli abandonner le roman, mais en fait, c'était vers la page 400 que ça a commencé à devenir très long pour moi et je me suis dit que ça avait pas tellement de sens d'abandonner à ce moment-là parce que j'avais déjà lu 400 pages. Donc j'ai poussé jusqu'au bout. C'est pas un mauvais roman dans l'absolu, vraiment pas, je trouve pas que ce soit mauvais, il y a plein de choses intéressantes. Il y a notamment toute une dimension féministe avec le personnage de Christabel qui est mise dans certaines catégories parce qu'elle est une femme et qui ne veut pas accepter ça. Ça commence dès son plus jeune âge avec l'éducation, elle voit bien qu'elle ne reçoit pas la même éducation qu'un garçon, elle n'a pas le droit d'aller à l'école, elle n'a pas le droit d'avoir certaines ambitions, et puis elle le ressent aussi au travers de ses lectures, parce que dans ses lectures, elle se rend bien compte que les garçons, ils ont le droit de faire grosso modo tout ce qui leur chante, et que les femmes, elles sont beaucoup plus cantonnées à un rôle. Et ben, ce prisme-là de la littérature est quelque chose qui revient souvent, parce qu'en fait, dans le roman, on aborde beaucoup différentes formes d'art, la littérature, le théâtre, énormément le théâtre, également la peinture, donc ça j'ai trouvé que c'était pas mal fait, que c'était assez intéressant, que ça nourrissait pas mal le propos. Autre chose que j'ai aimé, c'est la recherche stylistique. On voit que Joanna Quinn fait vraiment quelque chose d'assez innovant au niveau du style. Je vous l'avais dit, on a différents procédés narratifs qui se succèdent dans le roman, mais on a même parfois des... comment est-ce que ça s'appelle, des calligrammes. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Donc les calligrammes, vous savez, c'est ces genres de poèmes qui prennent une forme particulière. Alors en général, ça représente un dessin. Ici, je sais pas très bien ce que ça représente. J'ai pas toujours compris les messages qui étaient derrière. Mais toujours est-il que je trouve que ça apporte du dynamisme à l'histoire et que ça la rend plus intéressante, plus facile à lire. Au-delà de ça, pourquoi est-ce que je vous dis que vers la page 400, ça a commencé un petit peu à m'embêter? Désolée pour tous les changements de lumière, il y a des nuages, c'est la fin de journée. Voilà, je tourne un peu quand je trouve le temps. Mais donc je disais, pourquoi est-ce que vers la page 400, ça m'a moins passionnée? Tout simplement parce qu'on bascule dans un récit qui traite de la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, c'est une période historique que je trouve très intéressante, qui a été exploitée dans énormément de romans. Simplement, j'avais pas spécialement envie de lire ça et je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à quelque chose avec des secrets de famille. On n'est pas du tout dans les secrets de famille. On est vraiment sur l'histoire d'une famille entre les années 20 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va suivre les personnages qui évoluent, mais il n'y a pas de secret de famille. Il y a certains liens familiaux qui sont bien marqués, d'autres beaucoup moins, et je trouve qu'avec toute la partie sur la guerre, tout ça se perd un peu parce que les personnages sont séparés. Et puis c'est très long, c'est très descriptif, alors ça pourrait être intéressant, mais comme c'était pas ce que j'étais venue chercher, j'avoue que ces parties-là m'ennuyaient un petit peu. Et que je trouvais parfois que c'était un peu long. Pourtant, le point de vue qui est adopté est intéressant à nouveau, parce qu'on n'est pas dans le point de vue des hommes sur la guerre, contrairement à d'habitude. On est beaucoup plus du point de vue des femmes, alors que ce soit des femmes résistantes ou des femmes qui restent au pays et qui attendent simplement que la guerre se termine. Je trouve que ça, c'est un point de vue qui est assez innovant, qui aurait pu me plaire, mais en fait, je me suis énormément ennuyée. Et ouais, je dirais qu'il y a une bonne partie du roman, il y a bien 300 pages où je me suis beaucoup ennuyée. Ça fait beaucoup. Ça m'aurait vraiment pas dérangé que le roman soit plus court. Et même au-delà de ça, je pense pas que les personnages vont me rester en mémoire. Je pense pas que c'est un roman dont je me rappellerai d'ici quelques mois. À mon avis, il va m'en rester des souvenirs lacunaires. Mais il n'y a rien qui fait que c'est une lecture marquante pour moi et qui fait que je pense que je m'en souviendrai. Et au final, c'est un soulagement de l'avoir terminé et j'avais jamais envie d'y revenir quand j'y étais plus. Je me disais pas, ah j'ai envie de lire, en fait je lisais en me disant, il faut que je termine, comme ça je peux passer à autre chose. Voilà mon avis sur La famille Seagrave. Et alors j'ai commencé, mais à peine entamé, un si long après-midi de Inga Vesper. J'en ai parlé un petit peu avec Sophie sur Instagram, donc son compte c'est Ma Biblio Sophie. Et elle me disait qu'elle avait moyennement aimé parce qu'elle trouvait pas ça très original.
Et effectivement, là j'ai lu une quarantaine de pages. Tout de suite, je pense à Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek et à La couleur des sentiments. Donc, qui a écrit ça? Catherine quelque chose, je vous mettrai le nom de l'autrice. Parce qu'on est dans une histoire de ségrégation raciale, fin des années 50 en Californie. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que dans le premier chapitre, on va suivre Joyce, une jeune femme blanche qui a des enfants, qui vit avec son mari. On comprend que ça n'a pas l'air d'aller très très bien pour elle. Et puis dans le chapitre suivant, on rencontre Ruby, sa femme de ménage noire, qui un jour va débarquer chez Joyce. Et en fait, Joyce a disparu, elle a laissé ses 2 filles comme ça toutes seules dans la maison. Et il y a beaucoup de sang dans la cuisine. Et donc une enquête va être ouverte pour savoir ce qui est arrivé à Joyce. Et bien sûr, Ruby, comme c'est une femme noire, est tout de suite mise un petit peu en examen et est tout de suite considérée comme suspecte. Je vais continuer ça sans doute ce soir un petit peu, et sinon demain, et je vous en reparle dès que j'avance. Je termine le vlog avec un petit flop parce que je n'ai pas réussi à terminer un si long après-midi de Inga Vesper et je dois clôturer le vlog. En fait, je pars en vacances demain matin. Je voulais le terminer, mais j'ai eu, mine de rien, quand même une grosse semaine, même si je suis en congé, j'avais des rendez-vous un petit peu tous les jours, et aujourd'hui j'ai eu un rendez-vous médical le matin pour ma grossesse, et cet après-midi j'ai vu des amis, donc c'était impossible entre faire les valises, tout préparer pour le départ, terminer le livre. Je me suis un peu mis du stress, un peu la pression pour me dire « Ah, ben comme ça je leur propose un vlog sympa, mais c'est juste pas possible ». Donc je préfère ne pas me stresser, passer une soirée cool. Si ça se trouve, je vais le terminer ce soir, mais c'est juste comme ça je peux clôturer le vlog et vous préparer ça pour demain matin. Mais moi, ça m'enlèvera un gros coup de pression. Mais en tout cas, je peux déjà vous dire ce que j'en pense. Ce que je trouve sympa, c'est que c'est un roman choral. Donc dans chaque chapitre, on va suivre un personnage. Alors c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, mais je trouve que l'alternance des points de vue est assez sympa. Ça permet d'avoir le regard de chaque personnage sur la situation. Et ce qui est chouette aussi, enfin chouette, c'est qu'on suit Joyce, donc la jeune femme qui a disparu, l'après-midi de sa disparition. Donc on est dans sa tête et on a quelques informations sur ce qu'elle ressentait cet après-midi-là. Sinon, on suit principalement Ruby, sa femme de ménage, et Mick, le policier qui va enquêter. Et je trouve pas le roman foncièrement original. Je me prends pas une claque en pleine tête, mais ça se lit très très bien, honnêtement. Les chapitres sont courts, ça s'enchaîne bien, il y a beaucoup d'action. C'est plutôt un plaisir de lecture, mais ça me fait énormément penser à Alabama 1963. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Toujours est-il que j'ai très envie de savoir comment ça va se terminer. À mon avis ne va pas extrêmement évoluer. Je pense qu'on restera sur un avis comme ça. Là, au moment où j'en suis, je dirais que ce serait un 15-16 sur 20, donc une bonne lecture. De toute façon, je crois que je vais peut-être essayer de vous prendre un petit peu quand je serai en vacances, très rapidement et légèrement, mais pour vous parler de mes lectures, et au pire, je vous ferai un point lecture à la fin de la semaine. Je sais pas encore exactement comment je vais procéder, mais à mon avis, je le terminerai demain, celui-ci, puisqu'il est presque fini, il me reste une centaine de pages. Mais comme ça, je peux vous poster le vlog et me relaxer par rapport à ça. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que j'aime pas vous laisser, enfin d'ailleurs je le fais jamais, j'aime pas vous laisser sur des lectures en cours. J'aime bien vous donner mon avis sur un roman terminé, mais là j'ai juste pas eu le choix. Voilà, ce sera peut-être pas le meilleur vlog du monde, mais j'espère quand même qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.